Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un cours de psychologie médicale qui va porter sur le fonctionnement de la personnalité. Donc avec le plan du cours, on va d'abord traiter une introduction, la structure de la personnalité, le développement et le fonctionnement de la personnalité et ses 4 théories, les dimensions de la personnalité, les personnalités pathologiques et les troubles, et puis la conclusion du cours. Donc on va commencer par l'introduction. Donc, la personnalité, elle a eu plusieurs définitions, selon plusieurs écrivains. Donc, par exemple, selon Jean Delay et Pierre Pichot, la personnalité est l'intégration dynamique des aspects cognitifs, pulsionnels, volutionnels et affectifs. Je m'interdis. Intégration dynamique, ça veut dire les ensembles. Des aspects cognitifs, donc ce qui est cognitif, c'est tout ce qui a été acquis par la connaissance, donc c'est les connaissances acquises, donc comme par exemple le fait de la logique de la personne, d'accord, donc comment elle réfléchit, la logique, le langage, c'est tout ce qui a été acquis par la connaissance. Pulsionnelles, ce sont des fortes envies incontrôlées, donc par exemple comme les pulsions émotionnelles, les pulsions sexuelles, etc. Donc ce sont de fortes envies et qui sont incontrôlées. Et elles viennent en gros de l'inconscient. Umbada, on va voir ce que ça veut dire l'inconscient. D'accord. Volutionnel, c'est tout ce qui va être voulu. Donc tout ce qui va être conscient, on va le voir technique plus tard. Et affectif, donc c'est les émotions que va ressentir la personne et la façon dont elle va réagir. Donc selon eux, voilà à quoi se résume la personnalité. Mais il faut savoir que les définitions de la personnalité, elles renvoient à une seule et même logique. D'accord. Donc mais selon d'autres écrivains, donc Naël N. Silami, la personnalité est l'ensemble structuré des dispositions innées. Ce qui a été inné, ça veut dire c'est la génétique de la personne. Ce qui est inné a été déterminé génétiquement. D'accord. Donc selon la génétique. Donc, c'est l'ensemble des structures et des dispositions innées et des dispositions acquises. Acquises, mental, l'environnement. Donc, que ce soit sous l'influence de l'éducation, des interrelations complexes de l'individu dans son milieu, donc les relations qu'il va avoir avec les personnes autour de lui, de ses expériences présentes, donc couchage avant et passé, et ses anticipations et ses projets. Donc, pareil, en gros, c'est l'environnement dialogue. Donc ça, c'était pour une introduction. On a vu une brève... en fait, c'est sur quoi va traiter le cours. Donc là, on va parler de la structure de la personnalité. Donc la personnalité est constituée du tempérament, du caractère et de l'intelligence. Donc on va les voir chacune, on va bien s'approfondir. Donc le tempérament, c'est les aspects biologiques de la personnalité. Biologique, ça veut dire c'est inné. D'accord. Donc c'est tout ce qui a été déterminé par la génétique. Encore une fois, c'est important de s'en rappeler. Le tempérament, il est inné, d'accord, c'est ce qui vient génétiquement. Caractère, donc ça va être les aspects socio-culturels, donc qu'il a acquis de l'environnement ou donc de la société qui l'entoure et de la culture dialogue, parce que la personnalité diffère selon les sociétés et selon les caractères et selon les cultures, on va le voir plus tard. Et l'intelligence, qui est l'aspect intellectuel de la personnalité. Donc, on va parler d'abord du tempérament. Donc, le tempérament correspond aux différences individuelles, c'est-à-dire que même le bébé qui compte sur elle, qu'il y a un bébé qui a un caractère et un bébé qui a un autre caractère. Donc, le tempérament, c'est ce qui va les différencier, si on veut, à ce stade de la vie. Et le tempérament, il prend pour toute une vie, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est... ça vient naturellement. Ça peut être modulé comme ça peut rester kimarahu. Donc il est biologiquement déterminé, donc génétiquement, d'accord, dans les façons d'agir et de réagir dans les dispositions émotionnelles. Donc, parce qu'un bébé, on le voit souvent, ils ne réagissent pas tous de la même façon. Donc le tempérament, c'est ce qui va les aider, dans un premier temps, à agir et à réagir dans les situations émotionnelles les hatohum fi'a. Donc, Ronabli, qui est génétiquement déterminé, se manifeste dès les premiers mois de la vie, comme pour l'exemple que je vous ai donné pour les bébés. Il est stable dans le temps, parce qu'il est génétiquement déterminé, du coup il ne change pas trop, mais les expressions sont néanmoins modulées par l'expérience et le contexte, d'accord? Donc par ce qu'il va vivre, par l'expérience et le contexte. Donc le tempérament, il est stable dans le temps, parce que même quand c'est déterminé génétiquement, il peut être changé par l'environnement et les expériences qu'il va vivre.
les traits de la personnalité résultent de l'interaction entre dispositions tempéramentales et les contraintes cognitives et sociales. Donc, les traits de la personnalité, en fait, ils vont se former de quoi? Ça va être le tempérament qui a été naturel, inné et génétiquement programmé, plus les interactions qu'il va avoir donc avec la société Tao et ce qu'il va en apprendre. Donc, on passe à la page suivante. Donc là, on va parler du caractère. Donc le caractère, il correspond au comportement manifesté habituel d'une personne. Donc c'est des aspects socio-culturels en fait, le caractère, d'accord? Donc c'est ce que va apprendre la personne, la société, etc. Donc la deuxième partie du cours, c'est une partie un petit peu plus longue et un petit peu plus compliquée, disons. Donc, je vais essayer de la résumer et de la simplifier du mieux que je peux. Ça va parler sur le développement et fonctionnement de la personnalité. Donc, il y a beaucoup de théories qui proposent un modèle explicatif du développement de la personnalité et de son fonctionnement. En fait, il y a 4 théories. On a d'abord la théorie psychanalytique, comportementale, cognitive et socio-culturelle. On va voir chacune d'entre elles en détail et donc la théorie psychanalytique de la personnalité, la première. Donc en fait, c'est aussi la théorie des 3 instances de l'appareil psychique. Donc selon Monsieur Freud, Freud qui est un neurologue qui a beaucoup étudié la psychologie, donc selon Freud, notre comportement est le résultat d'un équilibre subtil entre 3 instances, d'accord? Entre 3 instances. En fait, vous voyez, il parle de 2 systèmes, d'accord? Donc de 2 topics. Donc la première topic, elle va parler sur les 3 premières instances, l'ihuma, l'inconscient, le pré-conscient et le conscient. Ou la conscience. Donc l'inconscient, le préconscient et la conscience. On va d'abord commencer par l'inconscient. L'inconscient, il va donc, du coup, il constitue des contenus qui sont refoulés. Ou je m'attends à refouler. Refouler, m'attends un petit peu caché si on veut. Donc, contenu refoulé, c'est un contenu caché. Le contenu caché, ça peut être soit un contenu qui est acquis, ça veut dire qu'il a été fait tellement de fois que maintenant c'est limite un réflexe de le faire. Comme par exemple pour la respiration. La respiration, elle se fait de manière inconsciente. Qui tout dit de manière consciente, tout dit vraiment pénible. D'accord? Donc c'est quelque chose qui a été acquis par l'habitude. Ou là, on peut aussi parler de traumatisme. D'accord? Donc la majorité des gens qui ont vécu des événements traumatisants, ils les oublient parce que ça cause beaucoup trop de dommages et de peines au système psychique. D'accord? Donc au psychique de la personne. Donc on préfère les refouler l'inconscient. Donc, ils constituent des contenus refoulés qui n'ont pu accéder au système donc préconscient et conscient par effet de censure. La censure, c'est comme hajiz, sur le mania. Par exemple, la censure à la télévision, ça peut être soit une censure sonore, donc avec le bip quand il y a des mots inappropriés au public, ou là, quand il y a des scènes inappropriées techniques, ils floutent les images, par exemple, des scènes de violence, etc. Ils floutent les images pour les plus jeunes. Donc, c'est ça la censure. Donc, par effet de censure, déterminant le refoulement. Donc, c'est le refoulement, il va être le résultat de la censure qui va décider de ce qui va passer ou pas de l'inconscient vers le préconscient et la conscience. On va le revoir un petit peu plus tard. Laplanche et Pontalis, qui sont aussi 2 autres médecins, ils résument les caractères primordiaux de l'inconscience en 3 points. Ils relèvent que le contenu de l'inconscient sont des représentants de pulsions. Les pulsions, les rôles qui sont de fortes envies incontrôlées, qui font partie de l'inconscient, d'accord? Donc, les pulsions, c'est inconscient. C'est une forte envie qui est incontrôlable. Une forte envie incontrôlable. Donc, c'est une forte envie incontrôlable, les pulsions. Elles siègent donc dans l'inconscient. Les contenus de l'inconscient sont des représentants des pulsions. Les contenus de l'inconscient sont ordonnés vers des mécanismes spécifiques au processus primaire. Donc l'absence de la négation et la prédominance du principe de plaisir. Parce que Ronald Blick, les pulsions, c'est tout ce qui est en rapport avec
l'inconscient. Et bien sûr, la pulsion, ça va toujours tendre vers le plaisir. La pulsion tend toujours vers le plaisir. Donc, tout ce qui peut apporter satisfaction à l'être. Donc, la pulsion, elle va toujours tendre vers le plaisir. Mais une pulsion qui va nous rendre triste, c'est-à-dire faire quelque chose qui, sur le coup, ne procure aucun plaisir à la personne. La pulsion, ça va toujours être quelque chose qui tend au plaisir, c'est très important de le savoir. Ensuite, on va donc du coup, l'inconscient n'est pas assimilable au refoulé. Ça veut dire que tout ce qui est inconscient est refoulé. Mais tout ce qui est refoulé n'est pas forcément inconscient. La relation entre l'inconscient et le refoulé, donc tout ce qui est inconscient et refoulé, oui, et pas tout à fait tout, mais tout ce qui est refoulé n'est pas inconscient. C'est-à-dire que la relation metmchiche dans les deux sens. Donc ça c'était pour l'inconscient. Du coup, on va parler du préconscient. En fait, le préconscient, il est situé entre le système inconscient et la conscience. Donc, si on veut donner un exemple, voilà. Head la flèche, donc demain on s'approche de la fin de la flèche. Demain, nzidouf le niveau de conscience. Donc d'abord, au début, on aura l'inconscient. D'accord. Ensuite, là, on aura le préconscient. Et ici, on aura la conscience. Ici, on aura la conscience. Le préconscient, il est placé entre l'inconscient et la conscience. La censure, encore une fois, le sépare de l'inconscient et a comme visée d'interdire le passage des contenus inconscients vers la conscience. Donc, on va prendre Naya par exemple, on va dessiner ça ici en vert qui va représenter la censure. Donc ça va être la censure. La censure, c'est ce qui va empêcher le contenu inconscient de passer vers le préconscient ou là vers le conscient. D'accord? La censure, c'est ce qui va l'empêcher parce que ça fait trop de mal au psychique, ça cause des dégâts, des dommages, etc. Donc, il commande à la fois l'accès à la motricité et à la conscience. C'est-à-dire que donc, les choses qu'on veut faire dans notre inconscient, les choses liées à les pulsions, on ne le fait pas grâce à la censure et au préconscient. D'accord? Donc on ne le fait pas, donc on ne fait pas de mouvements qui traduisent nos pulsions. D'accord? Donc motricité et la conscience. La conscience en dernier, elle assume les fonctions du système de perception et de la conscience. Donc tout ce qu'on fait d'une façon volutif, c'est tout ce qu'on fait d'une façon volutive. Donc, c'est pendant la conscience. C'est quand on fait travailler la conscience. Donc, si on veut répéter donc selon Freud, la première topique, ça va être un équilibre entre les trois choses. Ça va être donc du coup un équilibre entre l'inconscient, le préconscient et la conscience. L'équilibre entre les trois instances va nous donner le comportement. Ça, c'était donc pour la première topique. Donc, on va passer à la deuxième topique, qui est elle aussi constituée de trois systèmes, l'ihuma, donc le ça, le moi et le surmoi. Même si moi, j'aurais préféré qu'on parle d'abord du ça, du surmoi et du moi. Et on va le faire hakadoka. Je trouve que l'ordre est beaucoup plus logique. Donc, on va d'abord commencer par le ça. Prendre le crayon rouge. Le ça, c'est un système de pulsions et qu'on applique tout ce qui est en relation avec les pulsions va être automatiquement inconscient. D'accord? Donc, il obéit au principe de plaisir. On a déjà parlé de ça. Donc, le ça va être tout ce qui est en relation avec les pulsions. Ça va être inconscient et il va obéir au principe de plaisir. Donc, d'accord? Le ça, c'est facile à comprendre. Le surmoi, on va d'abord parler du surmoi, maintenant on va parler du moi. Parce que le moi, ça va être... bon, donc on va voir ce que c'est le moi. Le surmoi, c'est une instance interdictrice. Interdictrice, ça veut dire manera. Donc, le surmoi, c'est une instance interdictrice, interne, inconscience, héritière du complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, qu'on va voir un petit peu plus tard ce que ça veut dire. Donc, le surmoi, c'est une instance interdictrice, interne, inconscience, héritière du complexe d'Oedipe. Comment est-ce qu'on va faire la différence entre le surmoi et le ça? Par exemple, supposons que
raconte une supérette et que vous voulez acheter un biscuit que vous aimez bien, d'accord? Donc déjà, l'action de manger avec le biscuit, ça vous procure quand même un certain plaisir, une certaine satisfaction personnelle. Donc, mais le problème est que qui a avec le biscuit, vous vous êtes rendu compte que vous n'aviez pas assez d'argent. Le ça, et il va vous dire vole le biscuit hadak. Le ça va dire vole le biscuit hadak. Le surmoi. Le surmoi, il va interdire, donc haïmna, ou le ça de faire, parce que le ça, il est en train d'essayer de vous faire céder à une pulsion, d'accord, qui va donc du coup venir obéir au principe du plaisir. Le surmoi, non, il ne faut pas voler, d'accord, donc interdictrice, interne, inconsciente, héritière du complexe d'Oedipe. Donc le surmoi, non, c'est mauvais de voler, il ne faut pas que je vole, la société c'est mal vu, ça aura des conséquences, etc. Ce qui va décider ce qu'on va faire entre le ça et le surmoi, ça va être le moi, d'accord, donc le moi et plus précisément le moi conscient. Le moi conscient, il va prendre en considération la réalité selon le principe de la réalité. Donc, le moi conscient, il va se dire non, je ne peux pas faire ça, ça aura des conséquences, je vais voler, on va m'attraper, c'est pas bien de voler, etc. C'est mal vu de la société. Donc, c'est le moi conscient qui va venir faire le choix. Est-ce que Haïsma le ça ou là, est-ce que Haïsma le surmoi? D'accord, donc ça va être le moi. Et le moi, il a un double rôle. Tout d'abord, l'inconscient, il va décider entre le ça et le surmoi ce qu'il va faire, en prenant en compte la réalité. Et l'autre inconscient, il va lutter contre l'angoisse qui a été engendrée. Donc, d'accord, donc il va lutter contre l'angoisse engendrée par les conflits, par des mécanismes de défense. Donc, les mécanismes de défense, là par exemple, on peut donner l'exemple du grignotage, d'accord? Donc, quand c'est un mécanisme de lutte contre l'anxiété, c'était juste un exemple. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire pour la deuxième topic, on va dire que selon Freud, l'équilibre, donc du coup, ce qui va former notre personnalité, ça va être l'équilibre entre la deuxième topic qui est constituée du ça, du moi et du surmoi. Donc, j'ai un petit peu de place ici. Donc, le ça, qui va donc du coup être inconscient et va vouloir céder au plaisir. Il est aussi constitué du surmoi qui, elle, est interdictrice, maniera à ce que le ça nous dit de faire. Et on aura le moi. Donc, le moi qui est constitué du moi conscient et du moi inconscient. Le moi conscient, il va prendre une décision, c'est-à-dire que il va décider est-ce qu'il va céder au ça ou là au surmoi, et le moi inconscient qui va donc du coup venir gérer le stress engendré par headache, la petite embrouille entre du coup le ça et le surmoi par des mécanismes de défense, Très bien. C'était ça pour les deux topics. Donc, on a parlé de comment va venir se composer la personnalité donc, selon Freud. Donc, on a dit que ça va être l'équilibre entre deux topics. Soit l'équilibre entre le ça, le surmoi et le moi. Soit l'équilibre qui m'a entre la conscience, le préconscient et l'inconscient. Voilà, donc ça c'était pour la formation de la personnalité. Donc si on veut un petit peu s'approfondir et résumer au Shkolna, la personnalité se constitue au travers des stades infantiles, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se faire depuis l'enfance. Elle est placée sous le contrôle de l'inconscient. L'inconscient, il joue quand même un très grand rôle sur la formation de la personnalité. Et le moi en est la fonction intégratrice. Le moi en est la fonction intégratrice. La phrase, elle est très importante à retenir parce que c'est le moi qui va choisir ce qui va en être de la situation. À présent, on va traiter le développement psycho-affectif de la personnalité. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce que le développement psychologique est affectif? Affectif, c'est tout ce qui va être en relation avec des émotions, d'accord? Avec les émotions qu'on va ressentir.
Développement affectif de la personnalité. Donc le développement de la personnalité se fait au travers de stades libidinaux. Donc on a 3 stades. D'abord le stade oral, le stade anal et le stade oedipien. D'accord? Donc on va expliquer un petit peu plus en détail. Donc ces stades sont caractérisés par un mode spécifique d'investissement de la libido. Déjà la libido par définition, c'est quoi? C'est une énergie instinctive. Énergie instinctive, pardon. Donc c'est une énergie instinctive qui tend beaucoup plus vers, donc du coup, c'est une énergie instinctive qui tend beaucoup plus, donc du coup, vers les instincts sexuels de la personne, d'accord? Donc on va voir, ça va être comment aide le mode d'investissement de l'énergie instinctive, d'ailleurs l'instinct sexuel beaucoup plus. Donc, un mode spécifique d'investissement de la libido, un type de relation spécifique, donc relation avec l'objet, et l'utilisation des processus psychiques particuliers. On va voir en tout cas comment ça va se passer. On va d'abord parler du stade oral. C'est le premier stade auquel on va faire face. Donc le stade oral, il commence donc du coup de la naissance jusqu'à les 12 mois, enfin de 12 à 18 mois de l'enfant environ. Donc de la naissance jusqu'à 1 an à 1 an et demi environ. Il est centré sur la satisfaction liée à l'alimentation. Donc on aura une érotisation de la bouche anale. Érotisation ou shmanda, l'acte, c'est-à-dire que érotisation de la zone orale, donc l'acte devient un motif de plaisir. L'acte devient un motif de plaisir. C'est-à-dire que pour l'enfant, tout ce qui va passer par la bouche, ça va être un motif de plaisir. Parce que pendant les premiers mois de la vie, ce qu'un enfant va surtout expérimenter, ça va être l'alimentation. Donc on aura une érotisation de la zone orale. La zone orale, c'est tout ce qui va passer par la bouche parce que les seules bonnes expériences qu'il a eues pour l'instant, c'est des expériences liées à l'alimentation, donc ce qui est passé par sa bouche. Il y a acquisition progressive d'une relative autonomie de la marche, donc il apprend en même temps à marcher à côté. Donc les processus caractéristiques de ce stade sont le stade oral, il va passer par trois autres stades aussi. Donc on aura d'abord l'introjection. J'ai pris le mauvais crayon. Donc on aura d'abord l'introjection, la projection et la relation de l'autre. On va d'abord parler de l'introjection. Donc l'introjection, ça veut dire incorporation orale. On remarque d'ailleurs qu'un bébé, il le met dans sa bouche. C'est pour ça que les parents font très attention. Donc il vise à maintenir à l'intérieur les expériences positives à la base de tous les mécanismes ultérieurs d'identification. C'est-à-dire qu'il va retenir les bonnes expériences qu'il a eues avec sa bouche. Par exemple, lorsqu'il mange quelque chose de sucré, lorsqu'il boit du lait, lorsqu'il boit de l'eau. Ce sont des expériences positives qu'il va garder à l'esprit. Donc le goût hadek pour lui, c'est une expérience, c'est une bonne expérience qu'il a vécue, une expérience qu'il apprécie. Par contre, quand on parle de projection, ça vise à maintenir hors de soi, d'accord? Donc hors de soi, les expériences négatives. Ça vise à maintenir hors de soi les expériences négatives. La projection, c'est par exemple comme quand on donne à un bébé un citron, quand il va le mordre, il va trouver que c'est acide, il va commencer à pleurer, il va pas aimer. Du coup, ça pour lui, c'est une expérience qui va être négative. Donc, introjection, on connaissait pour les expériences positives, donc il va les garder à l'intérieur de lui. La projection vise à maintenir hors de soi les expériences négatives. Et la relation à l'autre avec la mère, c'est une relation qui va être ambivalente. Ambivalente, c'est-à-dire qu'un jour, la mère, elle va l'élever, elle va prendre soin de lui et elle va lui donner à manger. Un autre jour, au contraire, va lui donner à manger des choses qu'il n'aime pas, etc. Donc, ça va être une relation ambivalente. Pour lui, sa mère, elle l'aime et elle ne l'aime pas en même temps. Donc, tout va dépendre de ce stade oral. Donc, le stade oral, tout ce qu'il y avait à dire pour ça. Donc, on appelle qu'il s'étend de la naissance jusqu'à 12 à 18 mois. Il est centré sur la satisfaction liée à l'alimentation et il passe par 3 stades. Introjection pour garder en lui toutes les expériences positives qu'il a eues
grâce à l'incorporation orale, la projection qui vise à maintenir hors de soi toutes les expériences négatives et la relation à l'autre avec la mère qui est ambivalente. On passe au deuxième stade qui est le stade... Oui. Donc, on passe au deuxième stade qui est le stade anal. Le stade anal, il va durer de 1 an jusqu'à 2-3 ans, d'accord? Donc, il est centré par l'apprentissage de la propreté. Donc, on aura érotisation anale, c'est-à-dire que là, l'enfant, il va vouloir faire plaisir en étant propre. C'est généralement à cet âge que l'enfant apprend à être propre sur lui-même. C'est à cet âge qu'il va acquérir une certaine hygiène corporelle. Donc, il est centré sur l'apprentissage de la propreté. Les modalités relationnelles sont marquées par l'ambivalence. Comment est-ce qu'ils sont marqués par l'ambivalence? Lorsque l'enfant, il va vouloir faire plaisir, il sera donc propre. Lorsqu'il va vouloir s'opposer, il sera sale. Parce qu'il sait que lorsqu'il va s'opposer et qu'il sera sale, il sait que ses parents ne vont pas apprécier et qu'ils seront fâchés. Mais quand il voudra faire plaisir, il sera propre parce qu'il aura compris que ses parents aiment lorsqu'il est propre. C'est pareil pour la soumission et le fait de dominer. Donc, pour se soumettre, il sera propre. Et pour dominer, au contraire, il sera sale. Ça, donc, c'était pour le stade anal. Voilà, donc il y a mise en place de mécanismes de défense contre l'angoisse. Il y a beaucoup de mécanismes de défense contre l'angoisse. On a dû les voir, normalement. En sémiologie, par exemple, je pense. Donc, il y a beaucoup de mécanismes de défense contre l'angoisse. Ils se mettent en place à partir du stade anal. Maintenant, on va passer au stade oedipien, donc le complexe d'Oedipe, pendant pour le surmoi. Donc, le complexe oedipien. Le complexe oedipien, il commence vers l'âge de 4-6 ans. D'accord? Il commence vers l'âge de 4-6 ans et il va durer jusqu'à la fin de l'adolescence à peu près. Il est inauguré par la prise de conscience de la différence des sexes. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, l'enfant, il va apprendre, par exemple la petite fille va comprendre qu'il n'y a pas que des petites filles sur Terre, il y a des êtres de sexe opposé qui sont les garçons. Et pareil pour le garçon, il va se rendre compte qu'il y a des filles qui existent. D'ailleurs, c'est le stade phallique qui dure généralement de 3 à 4 ans. L'enfant de 3 à 4 ans, il va comprendre que c'est pas le seul genre qui existe. C'est le stade phallique. C'est un ensemble organisé de désirs amoureux et hostiles que l'enfant éprouve à l'égard de ses parents. Donc, ensemble organisé, on sait ce que c'est, des désirs amoureux, on sait ce que c'est, et hostile. Hostile, ça veut dire que c'est pas une bonne relation, c'est pas une relation d'amour, etc. Ça va être aussi une relation un petit peu ambivalente, avec, généralement, avec l'un de ses parents. Donc, on va voir, Douka, comment est-ce que la relation Hadia, elle sera hostile. Donc une relation hostile, donc c'est une mauvaise relation si on veut. Mauvaise. C'est un petit peu une mauvaise relation. On a deux types de DIP. D'accord? Donc on a deux types de DIP. On a le DIP qui va être positif et le DIP négatif. Le DIP positif, ça va être un investissement amoureux pour le parent du sexe opposé et hostilité à l'égard du parent du même sexe. D'accord? Donc le complexe de DIP, par exemple, je vous donne l'exemple d'une petite fille. Elle va être donc du coup, elle va éprouver des sentiments amoureux pour son père. D'accord? Donc son parent du sexe opposé, et hostilité à l'égard du parent du même sexe, donc elle sera un petit peu jalouse de sa mère, elle va se dire qu'elle veut prendre ma place, etc. Pour le DIP négatif, ça va être l'inverse, donc on aura attachement aux parents du même sexe, parce qu'on le voit comme un exemple un petit peu, et jalousie à l'égard du parent du sexe opposé. Donc pour l'exemple de la petite fille par exemple, elle va s'identifier beaucoup plus à sa mère, donc elle va s'attacher beaucoup plus à elle, et il y aura donc du coup une jalousie à l'égard donc de son père, qui voudra donc du coup prendre sa place par exemple. Les stades, et ça peut arriver pour les filles et pour les garçons, c'est-à-dire on n'a pas un mode, on n'a pas un type de DIP spécifique pour chaque sexe. Donc pour le stade oedipien, il met en jeu des mécanismes différents selon le sexe. D'accord? Le stade oedipien met en jeu des mécanismes différents selon le sexe. Par exemple, chez le garçon, le désir premier, ça va être de rester l'objet d'amour de la mère. Chez le garçon, le désir est de rester l'objet d'amour de la mère. C'est-à-dire qu'il voudra que Hawaii-kun... Mais chez la fille, on aura un ressentiment vis-à-vis de la mère qui n'a donc pas donné le sexe masculin. Donc ça va être un petit peu un sentiment de
un sentiment hostile. D'accord? Donc, il y a diversification des processus psychiques, donc identification, refoulement, déplacement, etc. On va le voir donc شوية. Ensuite, vient هنايا l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste هنايا هو اللي il va aider beaucoup plus à la formation du surmoi, c'est-à-dire هذا c'est un tabou. Tabou, ça veut dire aïb, surtout au milieu de la société. Donc l'inceste, déjà, c'est quoi l'inceste? Ça va être les relations sexuelles qui sont établies entre des membres de la même famille. Et quand on dit la même famille, on ne veut pas dire la grande famille, c'est-à-dire cousins, cousines, etc. On veut vraiment dire entre les enfants, enfants-parents, grands-parents, petits-enfants, etc. Donc d'ailleurs, c'est un tabou face à la société, donc c'est l'interdit de l'inceste. L'enfant, il va s'en rendre compte et ça va donc du coup mettre un terme, donc ça va donc du coup on a mettre un terme, d'accord, et finir. Donc mettre un terme, ça veut dire finir au fantasme oedipien et permet l'identification aux parents du même sexe. Quand l'enfant s'en rendra compte, il va s'en rendre compte qu'en fait non, il va se rendre compte que la relation amoureuse, elle n'est vraiment pas possible, d'accord? Donc c'est un tabou de la société, que c'est interdit. Donc la fille, par exemple, elle va commencer à s'identifier beaucoup plus à la mère, elle va vouloir devenir comme elle, etc. beaucoup plus liha, et inversement, le garçon, haïmil, pour son père, et il va prendre exemple de lui pour plus tard. Donc après la période oedipienne, on aura la période de latence. La période de latence de la période oedipienne, c'est-à-dire elle va se tenir de 5 à 6 ans jusqu'à l'adolescence, il y a un désinvestissement des intérêts oedipiens. C'est-à-dire que les intérêts oedipiens, l'enfant va les oublier carrément. Il aura une orientation vers le monde extérieur, donc on aura refoulement du complexe oedipien qu'on avait, une sublimation, il va être surpris et ébahi parce qu'il va trouver dehors, et une compensation. Donc ce qu'il va voir dehors, ça va compenser avec le vide qu'a laissé le complexe oedipien. Très bien. Donc on aura la période de la socialisation, qui est la période des acquisitions scolaires et du développement des compétences sociales. Donc la période de socialisation, l'enfant va sortir au grand jour, il chauffe la société, il va voir qu'il y a des enfants comme lui qui ont le même âge, etc. Et il va donc du coup développer ses compétences, donc imkaniyat, ijtimaiyat diablo, donc ses compétences sociales. Ensuite, il y aura le stade de l'adolescence. Pendant le stade de l'adolescence, on aura donc du coup, je pense que ensuite donc du coup on parle de l'adolescence. Pendant l'adolescence, il y aura réactivation des intérêts sexuels du fait de la maturation physiologique. Donc une fois la puberté atteinte, il y aura donc du coup maturation physiologique des organes génitaux, ce qui va donc du coup réactiver le désir sexuel chez l'adolescent, et il voudra s'intéresser encore une fois à ce côté de l'existence, d'accord? Donc on aura réactivation du complexe oedipien, mais qui va être investi sous une autre forme. On aura donc réactivation du complexe oedipien, on aura engagement dans une sexualité adulte, il faudra avoir une vie sexuelle comme les adultes, long, etc. On aura reconnaissance de l'autre et construction d'un projet de vie autonome, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'adolescent, il va se rendre compte que il va vivre sans ses parents, etc., qui devra être autonome, qui ne sera plus dépendant d'eux, donc il sort un petit peu faire sa vie, si on veut le dire comme ça. Donc ensuite, pour les théories comportementales de la personnalité, je pense que le polycope hadaya la naqs. Donc on va switcher ici. C'est la diapo qu'a envoyé le prof. Donc théorie comportementale de la personnalité. Donc déjà c'est bon, on a les théories psychanalytiques de la personnalité. Donc les 3 instances dont nous a parlé Freud, donc l'équilibre entre l'inconscient, la conscience et le préconscient, et entre le ça, le moi et le surmoi. On a parlé des 3 stades de développement de la vie, donc à savoir stade oral, stade anal et stade oedipien. Donc là on va parler de la deuxième théorie. Donc la deuxième théorie, c'est la théorie comportementale de la personnalité, d'accord? Donc elle a été établie par monsieur Ivan Pavlov et J.B. Watson, qui sont donc du coup des médecins qui ont eu des prix Nobel, etc.
En fait, la théorie comportementale, elle se base sur le principe que le comportement d'un individu est une réponse à un stimulus issu de l'environnement. On va voir qui fâche. Donc, selon eux, les théories comportementales de la personnalité est l'ensemble des comportements observables. Nous sommes ce que nous faisons. Pour eux, comment savoir comment est-ce qu'une personne est formée, comment est-ce que la personnalité de quelqu'un est là, on voit où c'est. Donc, pour eux, nous sommes ce que nous faisons. La phrase est très importante pour connaître la théorie comportementale. Nous sommes ce que nous faisons. Pour eux, la personnalité Tana, c'est le résultat des habitudes acquises au cours du développement. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a grandi, à chaque fois que Wahad dit bonjour, donc il rejale son bonjour, ça devient une habitude de lui et ça va faire partie de sa personnalité. Donc ça va faire partie de sa personnalité, ça sera une partie intégrante de lui qu'il a pratiqué pendant beaucoup de temps, donc c'est devenu une habitude. Et inversement, si quelqu'un lit toute sa vie le bonjour et qu'il ne répond pas le bonjour, ça va devenir une habitude dans sa vie, c'est une mauvaise habitude disons dans sa vie, et ça va résulter donc de la pratique de les années, d'accord, qui va donc du coup venir contribuer à former le comportement. L'habitude est le lien entre la réponse et le stimulus, donc comme l'exemple à le bonjour, à chaque fois qu'on dit le bonjour et donc tellement il va le faire, l'habitude est entre le stimulus qui est la personne qui te dit bonjour et la réponse liée à rendre le bonjour va constituer la personnalité. L'acquisition des habitudes est le fait de l'apprentissage, c'est-à-dire que c'est un apprentissage qu'on fait, qu'on pratique et qu'on refait. Avec l'habitude, on l'acquérit et on lit une part de notre comportement. Huma, en fait, ils ont plusieurs... disons... Comment expliquer ça ? Pour eux, l'apprentissage, il peut être le fruit de 4 choses. Soit un apprentissage par conditionnement classique ou répondant. D'ailleurs, c'est une expérience que vous pouvez chercher sur Google. C'est l'expérience qu'a fait Pavlov sur son chien. Donc, l'apprentissage par conditionnement classique ou répondant, c'est quoi ? Ça va être dissocier un stimulus à une réponse. C'est-à-dire que un stimulus a une réponse. Le stimulus, il n'a pas... comment dire, je veux dissocier un stimulus à une réponse. C'est-à-dire que quand on avait quelque chose qu'on avait l'habitude de faire, donc le stimulus avec l'harna, on aura une réponse différente, d'accord? Donc apprentissage par conditionnement classique ou répondant. Si la condition elle est là, la réponse est là, mais si la condition n'est plus là, on ne répond pas. Apprentissage par conditionnement classique ou répondant. Apprentissage par conditionnement opérant, par contre, c'est l'action de conditionner par une conséquence, c'est-à-dire que la personne, avant d'agir, elle va se dire, si je fais ça, ça aura telle conséquence. Si je vole, on va m'attraper, on va me punir, etc. Donc, ça va être un apprentissage par conditionnement opérant. Pour le modelage du comportement par le renforcement, ça va être tad'im, donc c'est-à-dire qu'il soit positif ou négatif. Lorsqu'une personne fera quelque chose et qu'elle sera elle sera encouragée, donc elle va continuer à le faire. Si elle ne sera pas encouragée, elle ne continuera pas. Et l'apprentissage par observation, c'est juste l'apprentissage par observation, donc du coup, c'est tout. Donc pour eux, l'apprentissage, il peut se faire de 4 manières. Soit par un conditionnement classique ou répondant, apprentissage par conditionnement opérant, modelage du comportement par le renforcement et apprentissage par observation, selon plusieurs médecins. Pour les théories cognitives de la personnalité, normalement, c'est les mêmes. Donc, les théories cognitives de la personnalité, le cognitivisme met l'accent sur les processus de pensée, donc contenu, mécanisme de la pensée. Le cognitivisme, déjà, c'est l'idrak. Donc, l'idrak, il met l'accent sur les processus de pensée. Donc, c'est kivash nkhmou, etc. C'est ça, c'est... Je reprends. Donc, du coup, la troisième théorie qu'on va voir, ça va être les théories cognitives de la personnalité. Le cognitivisme, donc le fait de connaître, mais l'accent sur le processus de la pensée, donc contenu et mécanisme de la pensée. Les comportements sont déterminés par des représentations mentales de soi et de l'environnement, existence
de style cognitif invariant caractéristique, donc style de comportement établi par Thomas et Chess en 1978. Donc en gros, la théorie, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le contenu et la manière de penser, donc de recevoir et de traiter l'information, c'est eux qui vont traiter la personnalité. Et puis pour la théorie socio-culturelle de la personnalité, l'environnement social et culturel est un facteur déterminant de l'organisation de la personnalité. Approche ethnologique. Ethnologique, c'est-à-dire, ça vient du mot ethnie, lié aux les races, donc anthropologie culturelle, parce que la différence de culture et de société entre les individus fait que ça va impacter sur leur éducation et donc du coup sur leur personnalité, donc sur la formation de la personnalité finale. Donc le rôle des contingences sociales, c'est-à-dire que une personne qui est américaine maïchmal bien comme une personne qui est française ou une personne qui est algérienne, etc. Donc le rôle des contingences, ça veut dire les différences et les contenus si on veut, donc la différence des contenus social, il va avoir un rôle sur la formation de la personnalité. Et le culturalisme, c'est l'influence de la culture dans le développement de la personnalité. Donc selon la théorie socioculturelle de la personnalité, tout simplement, la société, l'individu et la culture dont il fait partie, ils vont beaucoup influencer sur la formation de sa personnalité. Les 4 théories du développement de la personnalité. Donc on va passer à l'avant-dernier normalement élément du cours, les dimensions de la personnalité. Donc pour les dimensions de la personnalité, on va faire une petite donc on passe à la dernière partie, à l'avant-dernière partie du cours, mais en tout cas c'est bon, c'est tout ce qui reste c'est très facile. Donc les dimensions de la personnalité, ça veut dire de quoi va être constituée la personnalité tout simplement. Donc on a différents modèles, donc on a 3 modèles de constitution de la personnalité. Donc le premier modèle, et c'est le modèle le plus connu, disons, le plus, c'est le modèle Ocean, d'accord, ou Big Five. Donc modèle Ocean ou Big Five, il repose sur les traits de la personnalité, d'accord, donc il repose sur les traits de la personnalité, c'est important de le savoir. Bon, c'est la source Ninjet. Donc en fait, Ocean, c'est pourquoi. O, c'est pour ouverture à l'expérience. E, c'est le caractère consciencieux. Donc, ouverture à l'expérience, c'est la personne à quel point est-ce qu'elle voudra apprendre, donc du coup, à travers ses expériences ou pas. Il y a des gens qui aiment aller toujours vers le nouveau pour apprendre. Il y a des gens, non, ils sont beaucoup plus renfermés, etc. Le C, ça va être pour le caractère consciencieux, à quel point même avec sa conscience. Pour le E, ça va être soit une extraversion, soit une introversion. Une personne qui sera extravertie, c'est une personne qui aime socialiser, qui aime avoir des interactions avec les personnes qui l'entourent. Mais une personne introvertie, ça va être beaucoup plus une personne renfermée sur elle-même, qui est bien restée wahda, etc. A pour l'agréabilité et le N pour le névrosisme. On va les détailler un petit peu, mais en gros c'est ce qu'il fallait savoir au Shkonna al-Foura. Donc pour l'extraversion, donc extraversion en anglais, donc tout ce qui est entre parenthèses c'est la nomination en anglais taham. Donc l'extraversion c'est une dimension de la personnalité décrivant un individu sociable et assuré qui maronna mourbin, une personne extravertie. Introvertie c'est l'inverse, donc c'est l'inverse, c'est l'intro version. Très bien. Donc l'agréabilité qui est la dimension de la personnalité décrivant un individu agréable, coopératif et conscient et confiant, pardon. Consciencieux, c'est une dimension de la personnalité décrivant un individu qui va être responsable, organisé et fiable et persévérant. La stabilité émotionnelle, c'est une dimension de stabilité décrivant un individu soit calme, confiant et se sentant en sécurité, soit au contraire, donc nerveux, dépressif et ne se sentant pas en sécurité. Ouverture à l'expérience, donc décrivant un individu en termes d'imagination, d'esprit d'aventure, de sensibilité et de curiosité. Et enfin non, relasso. Ça c'était donc du coup pour le premier modèle, le modèle Ocean. Donc ensuite, le deuxième modèle c'est un modèle biologique. Donc Doma c'est... Enfin, il n'y a rien à comprendre fait homme.
constitué de l'approche, l'évitement et de la capacité de contrôle. Et pour le modèle d'autorégulation cognitive basé sur les buts et les valeurs de la personne qui motivent ses actions. Pourquoi cette personne elle a fait telle chose, c'est quoi son but de le faire, c'est quoi son intention de le faire, etc. Des choses très faciles à comprendre. Donc ensuite, on passe aux troubles de la personnalité qui est le dernier point de ce cours. Donc les troubles de la personnalité ou personnalité pathologique sont des déviations caractérisées par un certain style de vie qu'on va voir d'où il y a. Donc par des manières d'être, des attitudes et des comportements que l'on considère comme pathologiques. D'abord, on a le profil caractériel des personnalités est statiquement rare. Donc référence à une normalité statique. Statiquement rare, statiquement ça veut dire que c'est une personne qui ne va pas changer. C'est-à-dire que la personne elle reste au même stade. Et c'est vraiment très rare parce que les gens changent, soit avec les expériences qu'ils ont vécues, l'environnement qui les entoure, etc. Les gens changent quand même, leur personnalité change au fur du temps. Donc, les personnalités statiques sont vraiment très rares. Leur attitude et leur comportement sont rigides et mal adaptés, d'accord? Source de détresse et de souffrance. C'est-à-dire que les attitudes t'aident les personnes, vraiment la personne ne voudra pas changer sa façon d'être. C'est une façon d'être qui sera mauvaise, bien sûr, ce qui va lui apporter beaucoup de détresse et de souffrance, mais elle ne voudra pas changer, soit pour eux-mêmes, soit à leur entourage, et plus généralement pour la société, d'accord? Donc ils vont voir qu'en fait, référence à une normalité idéale, ils vont comprendre qu'ils ne sont pas normaux pour la société, ça va leur causer donc encore une fois de la souffrance. Ainsi, pour l'Organisation mondiale de la santé, un diagnostic de trouble de la personnalité nécessite la présence conjointe des éléments suivants. Quand est-ce qu'on va dire que cette personne a un trouble de personnalité? Soit une déviation manifestée dans plus d'un des 4 domaines suivants. Donc à partir du moment où on aura l'une de ces... plus d'une. Donc à partir du moment où on aura plus d'une... Enfin pas... Non. Comme ça. À partir du moment où on aura plus d'une de ces déviation, la personne, elle est considérée comme ayant donc un trouble de la personnalité. Donc, que ce soit la cognition, donc c'est acquérir la connaissance, c'est-à-dire يتعلم, l'affectivité, donc l'affection qu'il porte aux autres, le contrôle des impulsions, c'est-à-dire que les pulsions il ne va plus les contrôler, d'accord, et satisfaction des besoins, interaction avec autrui et façon de se conduire dans les relations interpersonnelles, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise relation avec autrui, avec les autres. Cette déviation se manifeste par une conduite qui va être rigide, inadaptée ou dysfonctionnelle dans des situations très variées. Donc, il aura vraiment un mauvais comportement de la société, etc. Ça voudra donc dire que cette personne, elle est officiellement diagnostiquée. Il n'a plus de l'un de ces 4 troubles. Elle est officiellement diagnostiquée comme une personne ayant des troubles de la personnalité. Cette déviation est responsable d'une souffrance personnelle, d'accord, d'une souffrance, c'est-à-dire que même la personne en elle-même, elle souffre, ou d'un impact nuisible sur l'environnement social, ou les deux à la fois. Cette déviation est stable et durable, débutant à la fin de l'enfance ou à l'adolescence. Enfin, elle n'est pas une manifestation ou une conséquence d'autres troubles mentaux, d'une lésion ou d'un dysfonctionnement cérébral organique. C'est important à retenir, Edia. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va être en relation seulement avec son comportement. C'est pas la traduction t'as un trouble psychique, c'est pas la traduction t'as un trouble somatique, etc. Donc c'est vraiment son comportement qui lui cause ces problèmes en société. On arrive enfin à la conclusion. Donc en conclusion, on dit que le développement de la personnalité est achevé à la fin de l'adolescence. C'est important de retenir de l'information, d'accord? Donc il est achevé à la fin de l'adolescence. Son harmonie dépendra de l'équilibre du sujet à l'âge adulte et la réalisation de son rôle social, des difficultés survenues au cours de son développement seront à l'origine des traits de la personnalité dysfonctionnelle, voire ce qu'on a parlé, morbide. Donc, une pathologie de la personnalité marquée par un sentiment d'insatisfaction durable, voire une véritable souffrance pour le sujet, et des difficultés de fonctionnement, donc handicap, notamment dans le registre des relations
social, donc il aura beaucoup de mal à se comporter en société, etc. Voilà, c'est la fin du cours. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé surtout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer ou bien à les mettre en commentaire. Bon courage!